Ici ce soir pour vous parler du numéro 13 du nouveau cahier socialiste qui est intitulé Impérialisme au 21e siècle, Empire et confrontation. Avant de vous parler de le contenu, je vais vous donner un peu les idées de pourquoi on voulait faire ce numéro-là. Ça fait plusieurs années, disons, ça fait 2 ans qu'on discute de cette question-là. On n'était pas sûr à quel moment on voulait le faire. On sait qu'on faisait l'analyse de la crise capitaliste qui subit encore dans certaines parties du monde. Puis on a été capable d'observer aussi que face à cette crise du capitalisme, il y a une nouvelle restructuration du capitalisme. On est en train de vraiment restructurer ce système-là à partir, dans certains cas, de la fameuse austérité, on le voit aussi ici, comme ailleurs, qui fait que finalement le capitalisme est en train de revenir à son côté extrêmement sauvage. Et dans le fond, c'est une destruction de 40 à 50 ans de lutte pour qu'on puisse arriver, qu'on a eu puis qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle le libéralisme social. Donc, on est en train de finalement mettre une croix sur le côté social, puis que le libéralisme va devenir un libéralisme beaucoup plus sauvage. Donc, le capitalisme semble vouloir revenir à les anciennes bases, finalement, qu'on a connues même suite à la Deuxième Guerre mondiale, puis certaines personnes disent même avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça nous a fait réfléchir que si le capitalisme est en train de se restructurer dans chaque pays individuellement, qu'est-ce qui arrive sur le plan international? Qu'est-ce qui arrive sur le plan de la mondialisation? Oui, il y a la structuration de la mondialisation aussi, mais qu'est-ce qui arrive avec l'extension du capitalisme, hein, le fameux stade suprême du capitalisme qui est l'impérialisme? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est comme le 19e siècle? Est-ce que c'est le 20e siècle? Ou c'est comme le 21e siècle? Puis à force de discuter, on a décidé qu'on fallait faire quelque chose pour le 21e siècle, pour tenter de situer, en tout cas pour l'instant, parce que ça aussi, on peut dire, c'est une forme de work in progress, on veut venir avec un 2e puis un 3e dans l'avenir, puis tenter de situer, de faire un portrait sur de l'impérialisme tel qu'on le voit au début du 21e siècle, sans pour autant dire où est-ce que ça s'en va dans 20, 30, 40, 50 ans, mais néanmoins de vraiment faire un portrait que les gens puissent comprendre où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Dans les débats, puis à un moment donné, on a débattu certaines choses, mais les gens, disons, on dirait un peu la conclusion que le monde dans lequel nous vivons sur le plan international, c'est ce qu'on appelle le nouvel désordre mondial. Il y a un désordre mondial où est-ce qu'on a perdu nos points de repère sur le sens international. Je ne veux pas faire d'histoire, mais si on retourne à l'Union soviétique et les États-Unis, la guerre froide, même si on a passé à travers certaines instances où c'est devenu proche d'être une guerre chaude, il y a néanmoins, finalement, il y avait des points de repère. Il y avait des points de repère parce que les alliés de l'Union soviétique se rapportaient à l'Union soviétique et les alliés des États-Unis se rapportaient à Washington. Il y avait comme une certaine balance. On est arrivé à dire c'est la coexistence pacifique. Ça n'enlève rien à l'impérialisme américain, ça n'enlève rien au social-impérialisme soviétique, l'exploitation continue. Mais au niveau de l'ordre mondial, il y avait comme un point de repère. La chute de l'Union soviétique, puis depuis ce temps-là, il n'y a plus de point de repère. Il n'y en a plus. Et ça veut dire qu'il y a eu créé des espaces sur le plan impérial, sur le plan des empires. Et ces espaces-là sont tentatives, en tout cas, d'être remplis par d'autres impérialistes qui veulent trouver leur place au soleil, eux autres aussi. Parce qu'on voit que sur le plan international, c'est toujours la course acharnée pour les ressources naturelles. C'est toujours la course acharnée pour les marchés, la division de la planète, et aussi au niveau géopolitique et géostratégique, de se positionner effectivement au niveau des sphères d'influence un peu partout dans le monde. Donc, il y a des pays qui étaient sous, on peut dire, la tendance de guerre froide, que maintenant se sentent libérés de toute cette dichotomie-là, de cette contradiction-là, et qu'effectivement commencent à prendre leur espace, leur place, etc., etc., etc. Et donc, ça fait qu'on n'a plus de point de repère. On ne peut même plus se référer aux Américains, parce qu'effectivement, les autres aussi sont en reconstruction, leur hégémonie américaine, puis on voit qu'évidemment, les Américains ont décidé de ne plus être les policiers du monde. Ça coûte trop cher, ça, là. Mais, ils sont en train de reconstruire en entour de ce qu'on peut appeler comme Antonio Negri, on parlait, Michael Hart Negri, l'Empire. Et c'est ça la distinction qu'il faut faire. Mais ça, c'est pas encore en place. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a d'autres qui disent on ne veut pas ça non plus. La montée de la Chine,
China Rise. Moi, ça fait 3 fois que je vais enseigner à l'université chinoise, à Beijing. Et la 3e fois que je suis allé, à l'automne 2013, mon directeur de département, qui en est devenu des amis, on s'est échangé des textes, il m'envoie encore des textes, il m'envoie via Internet en anglais, parce que je ne lis pas, je ne parle pas le mandarin, mais en anglais. Puis il m'a dit clairement comme ça. Vous savez, professeur Cucciolata, en 2020, nous, la Chine, on va être une superpuissance. Comme ça, là. Donc, j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on a besoin d'une autre superpuissance? Il me semble qu'on vient de passer une fois parce qu'on avait 2, puis ça n'a pas l'air. En as-tu besoin de ça? Et là, ça l'a fait réfléchir, puis ça n'empêche pas qu'ils vont prendre l'espace, la Chine. Le Japon veut reprendre, à quelque part, tout le contrôle de la mer de Chine, parce qu'ils pensent que ça leur appartient. Et le Japon est en train de changer leur constitution pour permettre des armes atomiques sur leur propre sol. La première fois depuis Hiroshima, Nagasaki. L'Inde, qui est devenue un peu le pays de service au monde, est en puissance nucléaire, commence à voir la mer, l'océan Indien, et tout le passage à partir de l'océan Indien vers l'Afrique, pour contrôler avec ses navires de guerre tout cet espace-là. Donc lui aussi, dans une espèce de régionalisme, veut prendre sa place comme une puissance impériale. En Afrique du Sud, il faut le dire, sous Joseph Zuma, l'Afrique du Sud est devenue de plus en plus un pays avec des doigts un peu partout dans le continent africain. Ce n'est plus l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, soyons clairs. D'ailleurs, Joseph Zuma dit, c'est bon qu'on ait des démocraties autoritaires, parce que sous la démocratie autoritaire, ça fonctionne bien. We get things done. Le Brésil. Le Brésil commence à avoir une politique étrangère sud-sud. Espérons que ce n'est pas dans le sens positif du terme. C'est à voir. Il ne faut pas oublier que le Brésil aussi est une puissance nucléaire. On n'entend jamais parler, mais c'est une puissance nucléaire. D'ailleurs, ils sont en compétition avec l'Argentine sur ce point-là. Donc, vous voyez, il y a des rôles joués. Là, je n'ai pas parlé de la Russie, qui veut recréer un autre monde qui s'appelle l'Eurasie, hein, qui est un peu comme la map monde de l'Union soviétique. Puis là, je peux en demander du Pakistan, les Américains qui ont des bases en Australie maintenant, qui veulent retourner aux bases militaires et navales en Philippines. Ils ont des traités de libre-échange avec le Vietnam. Ils financent le Taïwan avec les armes les mieux sophistiquées qu'il y a au monde, la Corée du Sud. Puis regardez ce qui se passe en Amérique du Sud, avec finalement, on va tenter de démanteler les démocraties populaires qui ont été élues dans les derniers 10, 15, 20 ans. Oui, il y a une ouverture à Cuba, yeah. Mais il y a une ouverture à Cuba pour pouvoir rentrer davantage en Amérique du Sud. Parce que Cuba, pour les Sud-Américains, c'est quelque chose de très important. Donc, tenter de changer l'image de l'impérialisme américain. Donc, on voit un ordre mondial qui est finalement, qui n'est pas fixé. Et tout le monde se rivalise. Et à travers tout ça, il y a l'Empire américain qui veut s'assurer qu'il maintient son hégémonie. Et c'est pour ça qu'on crée des alliances comme les 60 pays pour finalement combattre l'État islamiste. 60 pays qui sont les mettent à tout de suite, là. La guerre n'est pas grande entre les 60. On s'entend, là. Donc, il y a toute une situation qui fait que finalement, quand on regarde comment que le monde est en train d'évoluer, on se dit, mais oui, mais sur quoi accrocher? Où est-ce qu'on s'en va? Qui domine? Dans quelle direction? Et quand Nelson Mandela a dit, sur son lit de mort, le 21e siècle devait devenir les siècles des peuples qui se rencontrent dans le monde pour créer une harmonie à travers notre planète, on est loin de ça aujourd'hui. Et malheureusement, les peuples du monde vont devenir finalement des victimes de ces jeux-là sur le plan international. Il y a beaucoup d'analystes qui ne sont pas nécessairement des marxistes comme les nouveaux cahiers socialistes, ils ne sont pas les gens de gauche, de préhistoire à gauche, mais il y a beaucoup d'analystes dans le monde qui ont un point de vue assez progressiste qui disent le monde dans lequel nous vivons ressemble beaucoup à celui d'avant la Première Guerre mondiale. Puis je ne suis pas tout seul à le dire. L'année passée, j'ai fait une conférence devant 500 personnes à Valleyfield. Puis après la conférence, il y a des messieurs et des madames qui ont venu me dire, vous ne pensez pas, M. Cucciolata, qu'on est dans la même période que l'avant la Première Guerre mondiale? Puis c'était la première fois en dehors de l'université
qu'on me disait quelque chose de pareil. Puis j'étais assis là, puis pour 30 secondes, j'ai pas dit un mot. Ça veut dire que même dans la population, il y a des gens qui lisent, qui viennent dans des librairies comme ici, puis derrière les livres, les journaux et tout ça, eux-mêmes voient que finalement on vit dans une situation complètement de désordre qui ressemble beaucoup à celui d'avant la Première Guerre mondiale, où on avait des vieilles empires, on avait des impérialismes montants, puis finalement, il fallait restructurer le monde, puis découper le monde, comme le traité de Versailles de 1919 nous donnait. Puis il ne faut pas oublier, la map monde qu'on a aujourd'hui, c'est celui de 1919, le traité de Versailles. Découpé, c'était tout fait ça. Les pays africains, tout ça. Moyen-Orient, tout ça. Donc, où est-ce qu'on est avec tout ça? Où est-ce qu'on est? Qui sont les impérialismes qui sont un peu les impérialismes nouveaux? À part les États-Unis, OK? Le Canada. Le Canada. Le Canada sur Harper a complètement bousillé et oublié qu'est-ce que les Canadiens étaient dans le passé. Les fameux casques bleus. Oubliez ça, là. On n'est plus des casques bleus. On est des guerriers, une nation de guerriers. D'ailleurs, on n'est pas en guerre encore, là. Et il faut voir aussi que les compagnies canadiennes et québécoises, il faut le dire, ils sont partout dans le monde, ils grongent les ressources naturelles, ils détruisent le territoire où est-ce qu'ils sont, mais il faut les protéger, ces compagnies-là, parce que ça alimente le capitalisme canadien. Ça alimente la richesse du 1% canadien et 1% québécois aussi, il faut le dire. Et tout ça fait que finalement, il faut les protéger. Donc, on n'est peut-être pas un impérialisme de premier ordre dans les États-Unis, mais de deuxième ordre, parce qu'on suit, mais en même temps, on défend nos propres intérêts, comme État pétrolier, comme on veut être, n'est-ce pas? Donc, c'est pas pour rien que nos F-18 sont un peu partout. Là. Et nos forces spéciales, hein, nos forces au noir, des Black Ops, sont en Irak. Ils sont un peu partout ailleurs aussi. On pense qu'ils sont ailleurs, mais ils ne nous le disent pas. C'est toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on pense que le Canada fait partie de cette montée impérialiste, de tirer son épingle du jeu et jouer finalement de la répartition de cette nouvelle carte mondiale. Et c'est ça qu'on est en train de faire finalement. Okay? La Russie aussi, c'est ça. La Chine aussi. Donc, je les ai nommés. Donc, on essaye de toucher un peu partout. Comme j'ai dit, c'est un débat encore qui continue, puis on va commencer encore l'avantage de faire d'autres numéros sur ça. L'autre chose qu'on a dit, il y a un très bon article là-dedans aussi, par rapport à comment que avec ce nouvel désordre mondial et cette répartition de tout ce qui se passe dans notre monde, comment faisons la guerre maintenant? Parce que non seulement on doit changer la méthode d'impérialiser le monde, on doit aussi changer la méthode comment on fait les guerres. Quand je dis guerre, le monde pense tuer la deuxième, Vietnam, les troupes qui débarquent, Afghanistan, Irak. Afghanistan, Irak, ça va être les dernières fois qu'on va voir 500 000 troupes sur le sol. Maintenant, on utilise des drones. Le Canada est un des grands producteurs des drones. Il y a 2 centres au Canada pour ça. Un dans le lac Saint-Jean et l'autre encore en Britannique à Victoria. Lisez Échec à la guerre, M. Legault, ses pamphlets. Allez sur le web, là. Il y a juste un pamphlet juste là-dessus. Pas juste ça. Les missiles Cruise qui sont lancés par les sous-marins qu'on ne voit pas, ils ne font pas de bruit, ils rentrent dans votre chambre de coucher, puis bon, c'est fini. On a déjà vu un peu dans la guerre Nintendo, quand on a vu l'Irak, la question du Koweït. D'autres choses aussi, il faut dire que la guerre cybernétique, on utilise l'Internet aujourd'hui pour détruire des économies dans le monde. Comment vous pensez qu'on était capable d'emmener les Iraniens à la table à Genève? D'ailleurs, il y a un article dans le New York Times ce matin là-dessus. Parce que finalement, on a bousillé par l'Internet toute la recherche sur le nucléaire. Ça veut dire que les scientifiques ouvraient leur ordinateur le matin et il n'y avait plus rien de eux. C'est comme ça, là. Comment vous pensez qu'on est capable de faire plier le rouble et le prix du pétrole pour la Russie, pour les faire venir à comprendre quelque chose cybernétique? C'est les nouvelles guerres. Star Wars, on l'a déjà. Donc, les guerres, ce ne sont plus les guerres qu'on a. C'est pour ça qu'on commence à rentrer dans une période avec ce nouveau désordre mondial. On essaie d'en parler ici un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle la guerre continue. Il y a une étude qui est sortie du Brookings Institution à Washington qui dit aujourd'hui, là, si on met la définition des guerres aujourd'hui d'une façon nouvelle, il y a seulement 11 pays au monde, dans notre monde aujourd'hui, qui ne sont pas en guerre. Et quand on dit guerre continue, c'est exactement ça.
C'est constamment ça. De différentes formes, c'est ça que vous entendez. Il n'y a plus de débarquement des Marines, là. Coûte trop cher. Coûte trop cher. De la façon qu'on a débarrassé Osama Ben Laden, c'est comme ça qu'on peut débarrasser des leaders des pays. C'est comme ça que ça. D'ailleurs, vous avez vu, M. Obama a envoyé une résolution à la Chambre et au Sénat disant que les 2600 forces spéciales en Irak doivent devenir des forces offensives maintenant. Et ça, c'est le coup d'envoi de mener une guerre au secret. Parce que les forces spéciales, on ne les voit pas. On les voit simplement en dernière minute quand c'est trop tard. C'est ça, là. Et c'est ça, la nouvelle donne. Puis sous Obama, ces forces spéciales-là ont augmenté par 10 fois. C'est pour ça que les États-Unis peuvent couper dans l'armée régulière. Pas parce qu'ils ont décidé de faire la paix dans le monde. Là. Coûte moins cher, plus efficace. Plus les drones, plus les missiles cruise, plus la guerre cybernétique. On est rendu dans le 21e siècle. Là. C'est ça là, qui s'en vient. Donc, tout ça va aider les pays impérialistes, à rediviser le monde. Okay? L'autre chose qu'on a parlé un peu là-dedans, c'est qu'il faut voir, c'est que l'impérialisme se vit aussi à l'intérieur du pays, du Canada. Si vous parlez aux Autochtones, eux se voient encore un peuple colonisé. Pas par ceux au 17e siècle, au 18e siècle, non, par ceux qui vivent ici dans le 21e siècle. Puis malheureusement, c'est un peu dur à moi d'accepter ça, on m'inclut même là-dedans, parce que je suis blanc. Mais pour les écouter. Donc, il y a 2 articles là-dedans qui démontrent très clairement ce que ça veut dire. Parce qu'il faut les entendre, les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Fait que l'idée qu'on est dans le post-colonialisme par rapport aux Autochtones n'existe pas. C'est un néocolonialisme. Donc, il y a une pratique impériale à l'intérieur même du Canada. Puis là, on peut regarder les autres peuples autochtones un peu partout dans le monde. Sauf que nous, on n'a pas contact avec ces gens-là, mais un jour, il va falloir les écouter eux aussi par rapport à comment est-ce que leur propre pays utilise des méthodes néocoloniales, impérialistes à l'intérieur de leur propre pays pour les exploiter aussi. Ça va venir aussi. L'autre chose, il y a des articles aussi, on n'est pas clair, tous les marxistes. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que on voulait débattre aussi parmi ceux qui se croient encore marxistes, comme moi, puis ceux qui croient encore à un certain modèle socialiste, mais demandez-moi pas de définir pour le 21e siècle. Je peux pas, je veux pas. Okay. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des débats parmi nous. Il y a des débats parmi les gens. Puis moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait des débats de différentes idées, d'accord, pas d'accord. Toi, écoute, tu ne sais pas de quoi tu parles, je m'en fous. Il faut que les gens discutent de ces choses-là. Il y a un article là-dedans écrit par quelqu'un qui vient de l'Inde, qui nous a expliqué comment ils débattent toutes ces questions-là parmi les multiples marxistes en Inde. Parce que là-bas, si vous regardez les listes aux élections, il y a 25 partis communistes encore en Inde. Bon, je ne sais pas à quel degré sont encore des partis communistes, des partis marxistes, je ne sais pas, mais ça existe. Donc, il y a un débat. Puis sur la question de l'impérialisme, il y a un débat. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi. L'autre aspect, puis je pense que c'est peut-être un des aspects, on pas totalement négatif, il faut voir toutes les questions des résistances aussi. Parce que les peuples ont un rôle à jouer pour empêcher cet impérialisme-là de venir finalement dominer l'ensemble de la politique internationale, de dominer l'ensemble finalement des relations internationales. La première chose qu'on dit là-dedans, il y a un article qui dit qu'il faut de plus en plus développer ce qu'on appelle la politique étrangère de peuple en peuple. C'est les peuples du monde qui doivent se parler. Pas à travers leur gouvernement, mais direct avec les autres. Quand vous voyagez la prochaine fois au Vietnam, au Thaïlande, à l'Argentine, asseyez-vous avec les Argentins et parlez avec eux. C'est de la politique étrangère. Puis parlez comme ils sont des humains et vous êtes des humains. Il y a un article là-dedans qu'on essaie de discuter de ça. Au-delà des gouvernements. L'autre chose aussi qu'on essaie de développer là-dedans, c'est de voir aussi, puis ça c'est Thomas Chiasson-Lebel qui travaille beaucoup là-dessus depuis des années, toute la question au Venezuela, au Bolivie, comment que ces peuples-là, en luttant chez eux pour une démocratie beaucoup de plus en plus sociale, ils sont capables d'empêcher sur le plan international des mouvements de leur propre gouvernement. On ne réalise pas en luttant ici pour empêcher ça qu'on est capable finalement. On est capable. Présentement, je pense qu'il faut qu'on unisse nos forces à travers le Canada pour abattre la loi C-51. S'il y a une bataille qu'il faut mener, c'est bien celle-là. Parce que ça veut dire demain matin, chacun de nous peut facilement être qualifié de terroriste.
Ça va être même, ça me fait penser à une sorte de McCarthyisme des années 40-50 aux États-Unis, puis même au Canada, il y avait du McCarthyisme. Au Canada, c'était peut-être pas le sénateur McCarthy, mais il y avait la même chose. Donc, on chassait les communistes. Tout le monde qui avait une chemise rouge, c'était peut-être un communiste. Fait que faites attention à votre barbe, puis faites attention à votre foulard. Ça va là. Ça aussi. Puis il faut voir que si le Canada veut pratiquer son impérialisme à l'extérieur, il faut qu'il ait son peuple assujetti à lui aussi sur le capitalisme ici. Un ne va pas sans l'autre. Un ne va pas sans l'autre. Puis si vous pensez que c'est pas vrai, regardez en 2016 quand les républicains vont prendre le pouvoir. Checkons nos claques, les amis. Ce ne sera pas drôle, ça. Parce que ça va être le coup d'angoisse pour l'ensemble du monde. L'autre chose aussi, puis on en parle un tout petit peu, c'est la démocratie libérale, qui n'est pas parfaite. On s'entend. Mais qu'est-ce qui s'en vient? C'est la démocratie autoritaire qui s'en vient. Et la démocratie libérale, au moins qu'on a, nous permet encore d'avoir un certain système social. C'est le libéralisme social. C'est pas du socialisme. C'est pas de la social-démocratie. C'est du bonne implication de John Maynard Keynes, l'interventionnisme étatique. Mais ça nous a donné quand même le système social, notre système d'éducation, la possibilité de travailler à travers tout ça, puis ça nous a donné des espaces de liberté nécessaires pour poursuivre la lutte plus loin. Et ça, avec la démocratie autoritaire, il n'y aurait plus de ces espaces. J'ai vu, quand les gens ont fait la manifestation, je pense que c'était à Gatineau, vous allez peut-être me corriger, quand M. Couillard et sa gang sont allés à Gatineau, c'est là qu'ils sont allés. Puis là, ils ont été empêchés de parler parce que les militants syndicaux, les révolutionnaires de gauche, tout le monde était là pour les empêcher. Puis la réponse d'un des députés, c'est qu'on nous a empêchés de pratiquer la démocratie. Non, je m'excuse, c'est la démocratie qui a gagné. C'est la démocratie qui a gagné parce que c'est le peuple qui a parlé. Et c'est ça, la démocratie. Donc, eux-mêmes sont en train de changer la définition de la démocratie. La démocratie ne résidera que dans l'Assemblée nationale. Et c'est nous qui sommes les représentants de cette démocratie. Pas vous, parce que vous êtes dans la rue. Vous êtes des fucks, excusez le mot, là. Vous êtes des fuckers de trop. On l'a vu dans le printemps des étudiants. Fait que là, la bataille pour avoir une démocratie libérale, on s'entend. Pour moi, c'est une bataille pour conserver les acquis depuis 40-50 ans. Et ça veut dire aussi lutter sur le plan international pour combattre l'impérialisme. Qu'est-ce que subissent les gens un peu partout dans le monde? On le subit ici. C'est la même lutte. Nous autres, c'est beaucoup plus sophistiqué. Parce qu'on a quand même une mode de vie intéressante. On a travaillé pour. Ça n'a pas été donné, ça. Ça n'a pas tombé du ciel. Les travailleurs ont travaillé pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Puis c'est grâce à eux que la société est qu'est-ce qu'il est. C'est pas le 1%, ça. Donc, on a essayé de tout mettre ça, mais c'est à des avenues. C'est pas des boulevards encore. Parce que nous-mêmes, on n'est pas encore profondément dans notre réflexion. Puis probablement, sûrement, à l'Université populaire, il va y avoir plusieurs ateliers sur ce numéro-là, puis d'autres ateliers qui vont toucher plus loin de ce numéro-là pour poursuivre le débat et la réflexion avec les gens qui vont être sur place. Les nouveaux cahiers de socialisme, c'est pas la solution à tous les problèmes, je vous le dis tout de suite. C'est une tentative pour amener un débat parmi la population, un débat parmi les intellectuels, un débat, selon moi, pas assez au sein de la population. Ça, c'est ma critique que j'en fais. Pour effectivement commencer ce que j'appelle le débat des idées dans notre société. Puis quand je dis le débat des idées, je ne parle pas de Radio-Canada. Je parle des véritables débats d'idées. Dans les comités de citoyens, dans les sociétés civiles, dans des groupes anti-impérialistes, dans les groupes de gauche, dans les groupes qui travaillent avec les groupes populaires. C'est ça, c'est là que ça se passe. Donc, notre tentative, c'était ça. On va continuer à publier. On va essayer de rendre la chose de plus en plus, parce qu'une des critiques que je fais, c'est que c'est parfois pas accessible. Puis, comme un vieux gramsciiste que je suis, je pense qu'il faut amener ça dans ce qu'on appelle la culture populaire. Anton Gramsci. Et donc, moi, je suis on en parlait tantôt, avec notre ami de Preston à gauche, que ça prend quelque chose pour parler au monde. Au moins que, quitte à nous dire, on n'est pas d'accord avec toi, vous êtes impétable, faites rien, mais amenez quelque chose, pour amener ce débat. Mais on fait notre petit bout avec les cahiers.
Puis en passant, si vous voulez, si celui-là, ça vous intéresse, mais le numéro 12, là, sur la question de la santé, c'est le meilleur numéro qu'on a jamais fait. C'est extraordinaire. Puis merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions.